Donc après l'introduction faite précédemment dans une première vidéo, nous allons maintenant nous intéresser au cas de la transmission de puissance par engrenage, d'accord, qui est un principe de base de transmission de puissance de la plupart des technologies que nous verrons par la suite. Nous allons donc commencer par ce volet. Tout d'abord, commençons par donner un certain nombre de définitions. En termes de vocabulaire, les engrenages sont constitués de deux roues dentées qui vont engrainer l'une avec l'autre. La transmission va se faire par obstacle, grâce à l'existence de zones de contact entre les différentes dents. En termes de vocabulaire, on appellera la petite roue pignon et la grande roue, tout simplement. On va considérer comme hypothèse cinématique du roulement sans glissement au point de contact entre deux roues dentées dans leur mouvement relatif. Et donc ça veut dire que leur vitesse de glissement sera nulle. Le point de contact décrit une trajectoire circulaire dans les deux référentiels liés à chaque roue dentée. Alors les cercles sont appelés cercles primitifs, ceux qui correspondent aux trajectoires circulaires, et puis ils vont avoir chacun un diamètre primitif qu'on appellera DI avec I l'indice de chaque roue dentée, ou alors on peut parler de rayon primitif. Pour garantir un engrainement, il faut que le pas primitif entre les dentures et le pignon soit le même entre chaque dent. Ça veut dire que la longueur sur l'arc correspondant au cercle primitif doit être la même pour chacune des roues dentées. Alors on peut calculer facilement ce pas en prenant le périmètre du cercle primitif qui est égal à pi d divisé par le nombre de dents. Ça nous donne le pas. Et donc du coup il faut que le pas soit le même pour chaque roue dentée. Donc on obtient cette relation-là avec deux roues dentées indicées respectivement D1 et D2. Voici le schéma qui permet d'illustrer ces propos. Donc on retrouve ici le pignon, la petite roue dentée, la grande roue dentée qu'on appellera plutôt roue. Les cercles primitifs, donc vous voyez c'est deux cercles qui tangentent et puis donc le point de tangence, le point de contact sera appelé I. Le pas, donc c'est l'écartement entre chaque dent, d'accord. Donc il suffit de prendre le périmètre d'un des cercles primitifs et de diviser par le nombre de dents. Donc ce pas sera le même, bien entendu, pour que les deux roues puissent engrainer l'une avec l'autre. Donc les R2 et R1 sont respectivement les deux rayons primitifs qui sont la moitié des diamètres primitifs. Donc on a cette relation-là, d'accord. Si on prend la relation précédente, D1 sur Z1, en simplifiant par pi, c'est D2 sur Z2. Et donc du coup, le rapport des D1 sur D2, c'est bien entendu Z1 sur Z2. On a l'habitude d'utiliser le module qui est en fait le pas sur pi, d'accord, pour avoir un nombre à dimensionner par rapport à pi, et c'est une grandeur normalisée qui permet du coup de caractériser deux pignons à pouvoir engrainer l'un avec l'autre. Donc pour deux pignons engrainés l'un avec l'autre, on dirait qu'il faudrait qu'ils aient le même module. Donc la relation entre le module et le nombre de dents, c'est que le diamètre primitif, c'est le module fois le nombre de dents. Donc le module, ce qui permet de faire le lien entre le diamètre primitif et le nombre de dents. On verra que parfois on va parler de diamètre primitif ou de nombre de dents. Ensuite, on va traiter deux cas particuliers qui vont compléter le cas général en fait de contact entre deux engrenages simples. On aura le cas des contacts extérieurs et le cas des contacts intérieurs. Alors comment on différencie ces deux cas? Tout simplement en termes de position des centres de courbure des cercles primitifs par rapport au point de contact. Ici, on s'aperçoit que les deux centres de courbure qu'on va retrouver ici et ici se situent de part et d'autre du point de contact. Donc là, on parlera de contact extérieur. De ce côté-ci, le point de contact se situe là, et les deux centres de courbure sont du même côté, d'accord? Du même côté du cercle primitif. Donc là, on aura un contact intérieur, les deux types de contact. Donc vous voyez qu'on voit bien les choses sur cette vue-là, vue de face, c'est-à-dire la vue où la normale au plan correspond en fait aux axes de rotation des roues dentées. Ce qu'on peut en déduire intuitivement ici, si on fait une petite analyse rapide, c'est que quand cette roue va tourner, par exemple on lui intuite un sens de rotation, alors là ouais j'ai pris un sens de rotation négatif, si la roue 1 va tourner dans ce sens négatif, la roue 2, elle va tourner dans ce sens-là. D'accord? Ça c'est ce qu'on peut intuiter. Donc on voit qu'on aura une inversion du sens de rotation. Ce qu'on peut également intuiter, lorsque cette roue aura fait un tour, cette roue aura fait plus de tours, plus qu'un tour. Donc ça veut dire que cette roue va tourner moins vite que celle-là. En termes de sens de rotation pour le contact extérieur, on peut aussi partir d'une hypothèse que cette roue par exemple tourne dans ce sens-là. Et bien cette roue-là, elle tournera dans ce sens-là. Et donc là, on voit bien que c'est
le même sens. Donc là, on n'aura pas inversion du sens de rotation. Pour le même raisonnement, en termes de rapport de vitesse, quand la roue, donc celle présentant un plus grand rayon, aura fait un tour, le pignon aura fait plus de tours. Donc on aura une vitesse plus importante pour le pignon que la grande roue. On va partir de l'hypothèse cinématique de départ qui nous dit que la vitesse de glissement est nulle. Roulement sans glissement, donc au point I, dans le mouvement de S1 par rapport à S2. On peut alors décomposer la vitesse de glissement, comme les mouvements relatifs des solides 1 et 2 par rapport au référentiel d'observation S0. Donc on peut remarquer que bien entendu le référentiel S0, vous voyez, c'est le référentiel qu'on a posé ici, solide assuré noir, qu'on va également retrouver de ce côté-ci. Voilà. Donc ce sera le référentiel d'observation. On peut donc décomposer le mouvement avec une relation de Schall. Dans le cadre de la mécanique des solides, pour calculer une vitesse de ce type-là, la vitesse en un point dans le mouvement d'un solide par rapport à un autre, il faut se poser la question de la nature du mouvement. Donc ce sera la même chose pour le mouvement de S2 par rapport à S0 et pour le mouvement de S1 par rapport à 0. Ici, les liaisons entre 1 et 0 et les solides 2 et 0 sont des liaisons pivots. Donc on peut revenir au schéma cinématique. Les mouvements respectifs de 2 par rapport à 0 et de 1 par rapport à 0 sont des mouvements de rotation, d'axes respectifs O2 Z0 et O1 Z0. Ça veut dire que la vitesse en tout point de ces axes ont une vitesse nulle. On peut alors utiliser la formule de changement de point puisqu'on connaît la vitesse en des points particuliers. C'est ce qu'on réalise. La vitesse en I dans le mouvement de 1 par rapport à 0, c'est la vitesse en O1 qu'on connaît qui vaut vecteur nul plus IO1, vecteur L, la résultante cinématique, le vecteur rotation instantanée décrivant le mouvement de 1 par rapport à 0. On obtient cette relation-là, sachant que le vecteur IO1 est aligné à Y0 et est dirigé vers le bas, comme on peut le voir sur cette figure, et IO2 est dirigé vers le haut et bien dirigé par Y0, avec pour distance R2. On obtient donc bien ces deux relations, avec deux vitesses selon x0, une égale à moins r1 θ.1, 1, 0, et l'autre égale à r2 θ.2, 0 selon x0. Pour le contact intérieur, c'est exactement la même chose. Ce qui va changer, c'est que cette fois-ci, les deux vecteurs respectifs IO1 et IO2 sont dirigés vers le bas, comme on peut le voir sur la figure. IO1 est dirigé vers le bas, IO2 est dirigé vers le bas, dans le sens négatif selon y0, dirigé du même côté du point de contact, comme on l'a vu sur la définition d'un contact intérieur par rapport au centre de courbure. Il suffit alors d'injecter ces relations dans l'équation de décomposition de mouvement liée à la condition de roulement sans glissement. On obtient dans le cas du contact extérieur cette relation-ci, qui nous donne une relation entre les deux vitesses angulaires θ.1 et 0 et θ.2, 0. Et dans le cas du contact intérieur, cette relation-ci qui nous donne une relation entre θ.1, 0 et θ.2, 0. Pour se souvenir de cette relation, le rapport des deux vitesses relatives, c'est finalement l'inverse du rapport des rayons. Et on retrouve la même chose de ce côté-ci. Il faut également faire attention aux signes. On voit qu'on a une inversion du sens de rotation dans le cas d'un contact extérieur, alors que dans le cadre d'un contact intérieur, on a le même sens de rotation, comme on avait pu l'intuiter tout à l'heure. Précédemment, on a vu qu'avec les conditions d'engrainement, on a la relation entre les rayons primitifs ou les diamètres primitifs et les modules et les nombres de dents. On avait vu que le rapport des rayons, c'est le rapport des nombres de dents. On peut donc donner les mêmes relations, mais en fonction des rapports des nombres de dents. On a toujours l'inversion du sens de rotation dans un sens, et dans l'autre, on a le même sens de rotation. Et le rapport des rayons, on a le rapport des nombres de dents inversés sur les relations qu'on obtient. On peut remarquer que ces relations ne sont valables que lorsque l'axe de rotation de chaque roue dentée est fixe par référentiel d'observation. Ici, les axes de rotation étaient fixes dans le référentiel lié à S0. Deuxième remarque, dans un problème comportant un ensemble de trains d'engrenage simple, on exprimera alors chaque condition d'engrainement, puis on les combinera entre elles pour obtenir une relation d'entrée-sortie. On pourra voir ça dans les travaux dirigés. Et on verra ensuite que dans certains cas, dans certains types de réducteurs, comme les trains épicycloïdaux, les axes de rotation ne seront pas forcément fixes par rapport à un référentiel lié au bâti par exemple, mais par rapport à un solide en particulier. Ici, ça sera le cadre du porte-satellite.